Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le gai Paris, la haute couture et de bonnes exportations, du cognac, du champagne et même du Bordeaux ou du Bourgogne. C'est terminé. Vous avez reconnu la voix du président Georges Pompidou. C'est une conférence de presse qu'il fait peu avant de mourir en 1973. C'est une interview. Il en avait fait une autre dans laquelle il dit, là il était en 69 et il dit: nous ne sommes peut-être pas les plus riches, nous ne sommes peut-être pas les plus puissants, nous ne sommes peut-être pas, j'allais dire, les plus intelligents, mais nous sommes les plus heureux. La France, c'est ce que je connais de meilleur, il affirme. Bon. Ensuite, cette phrase avait un peu défrayé la chronique en disant cette espèce de façon cocardière de présenter la République française et la France. Est-ce que le président Pompidou n'allait pas un peu trop loin? Et puis là, nous avons une étude produite par le laboratoire d'idées Destin commun, qui révèle que la fierté française est un sujet d'actualité et qu'elle se porte bien. Pour en discuter en ce lundi 2 février 2026 sur Sud Radio, j'ai voulu que cette étude elle a défrayé la chronique, je trouve qu'on n'est pas allé au fond de cette étude très importante à un moment de l'histoire où évidemment on se sent quelquefois malheureux, les nouvelles ne sont pas bonnes, la France passe pour un pays qui a perdu de sa puissance, de sa superbe, la classe politique est contestée, notre situation économique est dramatique, et pour autant vous avez 8 Français sur 10 qui disent non, je reste fier d'être Français. Je voulais en discuter avec Arnaud Benedetti. Arnaud Benedetti, on vous connaît sur Sud Radio et partout, on vous entend, vous êtes ce qu'on appelle un politologue, vous êtes directeur de la Nouvelle Revue Politique, vous êtes surtout un observateur hors pair, non seulement patenté, mais lorsqu'on vous entend, on aime votre franc-parler, vous prenez du recul, et on voit bien que vous présentez les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui sur Sud Radio pendant 1 heure pour discuter. Vous voyez, je vous remets entre les mains ce dossier fragile et sensible des fiertés françaises. Et je commence tout simplement. Arnaud Benedetti, est-ce qu'aujourd'hui, le 2 février 2026, en votre âme et conscience, vous considérez qu'il y a encore des raisons d'être fier, d'être français et d'aimer la France ? Il y a certainement des raisons de l'être, mais ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est que finalement c'est une analyse, une sorte de plan de coupe, mais à partir du bas, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, c'est-à-dire que finalement c'est le ressenti des Français à partir de traits qui sont d'ailleurs des traits, ce qui est assez significatif dans cette étude, qui sont des traits culturels. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, ils le disent, les deux. Alors, je le rappelle, Florence de Nervaux, elle est directrice générale de Destin commun, et puis elle est accompagnée par Raphaël Liorca, qui est un essayiste, et le thème fierté française, au-delà du mythe d'un pays fragmenté. Voilà, alors les deux analystes disent que ce n'est pas à partir du prisme du politique qu'il faut lire ce sondage, parce que les questions n'ont pas été posé à partir de ce prisme-là. Et c'est-à-dire que quand on demande finalement aux Français les raisons de leur fierté, les raisons de leur fierté, elles reposent beaucoup sur de la culture, et sur de la culture populaire. On le voit, c'est-à-dire notamment la gastronomie, un sujet qui vous est cher. C'est pour ça que je voulais que ce soit les mots de Georges Pompidou. Pas seulement la culture populaire, le cinéma populaire aussi, qui est un moyen finalement de créer de l'adhésion à une culture commune. C'est aussi la géographie, c'est aussi l'histoire. Alors quoique l'histoire c'est un peu plus compliqué parce que l'histoire est très souvent clivante et les récits historiques parfois s'entrechoquent parce qu'ils sont très politisés. Oui, mais quand même. Ils mobilisent. L'idée que finalement on vient de loin, qu'il y a un fil de transmission qui, malgré les divisions, continue à perdurer, est une idée qui est partagée finalement par plus de 8 Français sur 10. Alors c'est vrai qu'il y a parfois... J'allais dire... Avec des petites nuances selon la sensibilité politique. Il y a évidemment des nuances en fonction des sensibilités politiques. C'est assez bien montré dans l'étude. Mais en fait, c'est une étude qui, d'une certaine manière, poursuit un objectif. Alors là, il y a peut-être un petit biais. C'est-à-dire de dire, finalement, regardez ce pays que l'on dit désenchanté, que l'on dit déprimé, que l'on dit en déclin, finalement, ne l'est pas tant que ça, puisque les Français, finalement, sont fiers de leur pays. Au-delà du mythe d'un pays fragmenté, parce que
les enquêteurs disent quoi? Que a priori, le pays est fragmenté. Oui, le pays est Fracturé, fragmenté. C'est-à-dire que le pays est fragmenté, si l'on se réfère par exemple aux analyses de quelqu'un comme Jérôme Fourquet sur l'archipel français, ou Christophe Guilly, par exemple. Ou Christophe Guilly, il montre que il y a aujourd'hui un pays qui est constitué de divisions sociales, culturelles, territoriales qui sont très fortes, et que ces divisions elles-mêmes sont parfois fragmentées, c'est-à-dire qu'il y a des divisions dans la division. Eux, ce qu'ils essayent de nous montrer, c'est que finalement, il y a quelque chose qui transcende ces divisions. C'est finalement le sentiment d'appartenance. Parce que qu'est-ce que permet de mesurer la fierté? Elle ne dit pas que les gens considèrent que le pays va bien. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ont un sentiment d'appartenance commun, malgré leurs différences, malgré leurs divergences, malgré leurs divisions. Et à partir du moment où on est fier d'appartenir finalement à une collectivité, on dit que on partage un certain nombre au moins de valeurs, même si ces valeurs ne sont pas toujours très explicitées dans l'étude, même s'ils le disent d'une certaine manière aussi. Mais je crois que c'est ça qu'il faut retenir de ce sondage. Le sondage dit, l'analyse dit, il y a un stock de fierté qui existe et sur lequel finalement on peut rebondir pour finalement projeter le pays dans l'avenir. C'est ça, je crois, la principale leçon de ce sondage. Alors justement, Florence de Nervaux et Raphaël Llorca, lors de leurs différentes interventions, parce que eux à Grand Continent, ils ont fait une contre-étude, un complément, puis ils ont fait une note de description de cette étude. Leur conclusion, et c'était le thème qu'ils rappelaient à chaque fois qu'ils intervenaient: attention, c'est une fierté patriotique, c'est pas une fierté nationaliste. Est-ce que la nuance est importante? Qu'est-ce qu'une fierté patriotique par rapport à une fierté nationaliste? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le nationalisme en tant que tel a été tellement abîmé historiquement au XXe siècle qu'il ne constitue pas une valeur aujourd'hui positive. Souvenez-vous la fameuse phrase de Mitterrand, les nationalistes c'est la guerre, l'Europe c'est la paix. Voilà. Il préfère parler de patriotisme. Ce qui est intéressant avec la notion de patriotisme, c'est la notion de pair. C'est-à-dire l'antériorité. C'est-à-dire d'une certaine manière l'idée qu'on est le produit d'une filiation et d'un enracinement. Ce qui est quand même assez intéressant. Merci de soulever le problème. Est-ce quelqu'un qui vient de l'étranger, est-ce que Émile Zola ou Eugène Ionesco ou quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord, qui s'intègre, qui s'assimile, est-ce que pour autant la France est sa patrie puisque ce n'est pas la terre de son père? Est-ce qu'il n'y a pas une petite anomalie dans la définition de ce qu'est le patriotisme? La terre de mon père, en plus ça veut dire un territoire où je suis enraciné, et si tu viens pas de là, tu n'es pas patriote. Oui, c'est la fameuse formule de Barès, les vivants et les morts. Mais en l'occurrence, il y a bien évidemment cela dans la construction d'un patriotisme. Il y a le fait qu'on se réfère en effet à une généalogie. Mais même chez les historiens qui étaient les historiens que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de nationalistes, oui. Par exemple quelqu'un comme Bainville, lisez l'histoire de France de Bainville. Bainville ne définit pas la France par des caractères ethniques, par des caractères qui seraient liés à une souche commune. Il dit la France, un peu comme De Gaulle d'ailleurs, oui. Et De Gaulle est de ce point de vue-là assez bainvillien, il dit la France est une personne, c'est-à-dire que ce n'est pas par une identité qui serait une identité liée en effet à une généalogie que l'on peut définir la France. Et d'ailleurs c'est assez vrai en l'occurrence, parce que le problème de la France a toujours été son unité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on a à la fois centralisé le pays, que l'on a fait la laïcité aussi, en référence aux guerres de religion. Mirabeau dit à la veille de la Révolution française, il dit « La France est un agrégat de peuples désunis ». Ce qui est très intéressant, c'est que la France a un État, mais que finalement la Révolution va construire une nation. Et elle va construire une nation où progressivement, à travers l'État, on va créer une culture civique commune, qui a été d'ailleurs imposée durement sous la Troisième République. Par les hussards noirs. Par les hussards noirs de la République, où on va réprimer les langues régionales de manière très dure, afin justement d'unifier par la langue le pays. Et ça, cette question, elle est essentielle, parce que quand on en rappelle finalement, on en appelle à la question de la fierté, on va chercher ce qui, en effet, fait commun dans la nation, malgré nos différences. Donc on peut très bien venir d'ailleurs et se sentir
français. On peut d'ailleurs, de toute façon, l'histoire du XXe siècle en France, avec des communautés européennes qui arrivent d'un peu partout, de Pologne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, font que ces communautés s'intègrent sans aucune difficulté dans la communauté nationale. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un autre sujet, parce qu'on est avec des immigrations qui sont d'ordre extra-européen et qui parfois reposent les questions de notre modèle culturel, où là on voit qu'il y a plus de difficultés et plus de tensions. Mais rien n'empêche quelqu'un qui est né au Maroc, qui est né en Algérie, on en connaît tous, de se sentir pleinement français. Et les exemples ne manquent pas, Arnaud Benedetti. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Je reçois Arnaud Benedetti, nous décryptons cette étude sur la fierté française. Est-ce que vous êtes fiers d'être français, auditrices et auditeurs de Sud Radio, ou au contraire, êtes-vous un petit peu déçus par la France? Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous avez de bonnes raisons d'aimer la République et de dire à ceux qui en doutent, vous vous trompez, on est encore un grand, un beau et fier pays. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel, et si vous avez le moindre doute, ou au contraire si vous avez une conviction à affirmer, Arnaud Benedetti sera là pour en discuter avec vous, et au nom du Parlons Vrai vous dira ce qu'il a sur le cœur. Sud Radio, la France dans tous ses états. Mais vous êtes très bien sur Sud Radio tous les jours, mais aujourd'hui il y a quelque chose en plus, parce que j'ai Arnaud Benedetti en face de moi. Il m'a fait l'honneur, il m'a concédé un entretien, mais parce que le sujet était important, les fiertés françaises, hein, cette étude commandée par Destin Commun, qui est un laboratoire d'idées, et ensuite Grand Continent, sous la plume de Florence de Nervaux et Raphaël Liorca, a fait une note pour décrypter, mais l'avis d'Arnaud Benedetti est encore plus important, parce que là il a une vision plus globale, il a du recul, et puis il n'est pas impliqué par l'étude, donc il dit ce qu'il pense. Et appelez-nous au 0826 300 300 si vous voulez échanger avec lui, ou nous dire si vous êtes fier d'être français. Arnaud Benedetti, la fierté française, on va donner les clés quand même. Ça passe d'abord évidemment par une bonne intégration. Alors, soit on est natif depuis toujours et on est fier d'être français, avec des gens qui vous disent de plus en plus, on n'est pas fier d'être français, la France elle est moche, la France elle est sale, c'est un pays colonial, la police tue, on crève dans les hôpitaux, les trains arrivent en retard. Et puis il y a ceux qui vous disent, comme vous nous l'avez expliqué, et il y a un ADN tellement fort, hein. En fait vous faites bien la nuance entre le résus sanguin et l'ADN. C'est pas une histoire matérielle, c'est une histoire de conscience. Et puis il y a ceux qui vous disent, non, malgré tout ça, j'aime la France. Est-ce que pour autant il peut y avoir une fierté française s'il n'y a pas une souveraineté française, une vraie souveraineté? Alors c'est une vraie question, parce que en fait, quand on regarde le processus historique de construction de la France, comparativement par exemple à d'autres pays européens, comment la France finalement se coagule, comment elle se construit, comment elle émerge, comment elle naît, c'est essentiellement par l'État. C'est l'État qui fait la nation. D'ailleurs, on dit très souvent, l'État précède la nation, à la différence, si vous voulez, de l'Italie. Phrase fondatrice, Arnaud Benedetti. L'État fait la nation. Donc c'est un État-nation absolu. C'est un État-nation absolu, et c'est véritablement le premier État-nation, même avant peut-être l'Angleterre, en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit dans un processus de centralisation multiséculaire, comme le disait le général de Gaulle, qui fait que vous allez avoir une colonne vertébrale, qui est la colonne vertébrale de l'État, qui va progressivement imposer sa vision d'une société donnée sur un territoire donné, qui est la France. Vous diriez le modèle d'État-nation. Le modèle de la France, c'est vraiment le modèle de l'État-nation, j'allais dire chimiquement et historiquement pur, d'une certaine manière. Scientifiquement. C'est presque, c'est quelque chose de tout à fait spécifique et singulier à notre histoire, et c'est ce qui fait que, à la différence, par exemple, les Italiens, comment font les Italiens font leur unité, les Allemands font leur unité beaucoup plus tard, mais si vous voulez, le sentiment d'appartenance nationale en Italie et en Allemagne se manifeste non pas par le politique, mais par la culture. Unité dans la diversité, Arnaud Benedetti. Les Länder allemands et les Italiens, entre le Mezzogiorno, la Sicile, la Sardaigne, la Toscane, c'est des États fédéraux. Nous, on a jacobinisé. Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin dans cette centralisation culturelle? Alors après, si vous voulez, c'est lié à notre propre histoire. C'est-à-dire que la France aussi est un pays qui a connu des divisions très fortes, sans revenir aux guerres de religion, mais on voit très bien que c'est un pays où les tensions ont été très fortes, et où finalement le monopole politique de la monarchie a été très longtemps contesté par les grands du royaume, jusqu'à l'épisode de la Fronde, qui va profondément marquer un roi comme Louis XIV, qui lui va
parachever finalement le processus de centralisation par une absolutisation du pouvoir royal. Donc beaucoup l'ont connu, Charles VII avec les Armagnacs et les Bourguignons, Louis XI avec Charles le Téméraire, voilà. La guerre de 100 ans est pleine de divisions en France, entre le parti pro-anglais et le parti patriote. Voilà. Déjà, on a déjà cette division, cette tension qui existe. Donc, en effet, la question de la souveraineté est absolument indissociable du sujet, parce que, en fait, on est fier d'une certaine manière parce que nous avons un État qui non seulement est capable de nous protéger, c'est la mission de l'État partout, mais aussi de nous projeter, c'est-à-dire de dessiner un avenir pour le corps social que constitue la nation. Pourvu qu'il y ait une vision. Pourvu qu'il y ait une vision. Par exemple, quelqu'un comme Stéphane Rosès, avec qui moi j'ai écrit un livre sur les imaginaires, que je recommande, l'explique très bien. Il dit comment finalement le processus d'assemblage se fait. Et le processus d'assemblage, il se fait parce que la France invente une vision de la société par le haut, à laquelle finalement va adhérer la nation, parce que tout simplement c'est l'État qui projette dans l'avenir la nation. Attention aux éléments perturbateurs qui peuvent fragiliser cette homogénéité. Nous sommes en ligne avec Jean-Paul qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes Perico. Bonjour, merci de nous appeler Jean-Paul. Est-ce que vous êtes fier d'être français? Bonjour, donc Arnaud De Benedetti aussi, donc c'est un plaisir. Bonjour. Merci de me prendre. Fier d'être français, oui, comme beaucoup de Français. De vos compatriotes. De mes compatriotes. Donc je suis fier pour l'histoire. Je suis fier de la littérature. Il n'y a pas un pays en Europe qui a une littérature comme la France a depuis le XVIe siècle. Regardez les livres, La Gare des Michards. Donc voilà, qui est une très bonne référence. La cuisine aussi, donc oui, effectivement, on a toute raison d'être fiers. Et le décalage est d'autant plus fort qu'à l'heure actuelle, l'image de la France est dégradée honteusement. Par nos dirigeants. Par exemple, un autre dirigeant qui joue à Top Gun au niveau international, la France est ridicule. Avec le Groenland, la France est ridicule. On a envoyé 10 bonhommes ou 20 bonhommes de neige. Non mais on ferait mieux de s'occuper un petit peu de ce qui se passe chez nous. Est-ce que vous êtes inquiet, Jean-Paul, vous êtes un petit peu inquiet pour la préservation ou la pérennité de cette fierté française ? Oui et non. Non, parce que donc les Français ont toujours ce sentiment, cette appartenance d'enraciné. Oui, parce qu'il y a des coups de boutoir qui, entre autres, viennent de l'étranger, sont dirigés par l'étranger. Bon, je parle pas des Américains ou des Russes, c'est des faux problèmes. Donc il y a des problèmes effectivement beaucoup plus graves avec le péril islamique, par exemple, ou la France qui pourrait s'assujettir à des pays comme la Chine. Merci Jean-Paul pour votre témoignage. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il y a une fierté française fragile et est-ce qu'il y a un socle inaliénable qui fait qu'il y aura toujours des fiertés françaises? Il y a une partie mortelle du pays et une autre qui est mortelle. C'est ce que semble dire ce sondage, qu'il y a en tout cas, je ne sais pas s'il est inaliénable, mais en tout cas il y a un socle très solide qui sert de repère de reconnaissance. Encore une fois, c'est entre autres la culture. Vous avez parlé de la littérature, la France est un pays de lettres, c'est le pays des arts et des lettres. C'est un pays aussi qui, par sa diversité géographique, ça c'est extrêmement important. Les territoires. Et les terroirs. La France est une terre de contraste, qui géographiquement est d'une certaine manière assez bénie des dieux dans sa disposition territoriale, fait que ces éléments qui sont des éléments en apparence finalement qui pourraient fragmenter les appartenances sont des éléments qui nous réunissent. C'est-à-dire que, en fait, les Français sont aussi fiers de leur géographie, ils sont aussi fiers de leur patrimoine. Ils sont aussi fiers, bien évidemment, de leur culture intellectuelle. Ils sont aussi fiers de leur histoire. Ils sont aussi fiers, on l'a dit déjà, de leur gastronomie. Il suffit de voir, par exemple, le succès que rencontre chaque année un salon comme le salon de l'agriculture pour témoigner que lorsque, il y a des foules qui se rendent pour aller visiter les stands et visiter notamment les différentes expositions liées aux animaux et aux différents produits du terroir, ils manifestent un attachement à cette France
France qui est extrêmement diverse. Oui, mais périssable, historiquement. Arnaud Benedetti. Elle est périssable. Alors là, vraiment, la question de la souveraineté est importante. En effet, il y a ce socle qui est important. Mais moi, ce qui me frappe dans ce sondage, il y a tout ce qui finalement relève du hors-champ ou du non-dit. C'est-à-dire que tout se passe comme si on était fier d'une France qui n'existait plus vraiment comme elle l'était auparavant. Il y a quelque chose qui relève aussi du sentiment de la nostalgie, voire d'une forme de mélancolie française. C'est-à-dire que on va... La continuité menacée dont parle voilà, Anne Finkielkraut. la question de la continuité menacée par le choc de la mondialisation. Parce qu'en fait, si vous voulez, le gros sujet pour un pays comme la France, qui a été un pays souverain dans tous les domaines d'ailleurs, parce que la France était un petit pays, finalement, géographiquement, par rapport à d'autres mastodontes, mais très souverain. Mais qui était très structuré, encore une fois, par l'État, et qui était souverain quasiment dans tous les domaines. Et on voit bien que, finalement, ce qui s'est passé depuis un demi-siècle, ce sont les chocs de la mondialisation qui ont progressivement désindustrialisé le pays, qui progressivement désagriculturise le pays également. On le voit avec la crise, déruralise le pays. Finalement, il n'y a qu'une seule exception qu'on défend, j'allais dire corps et âme, c'est l'exception culturelle. Comme si finalement on se ramassait sur ce dernier socle pour finalement résister au processus de mondialisation. On va y revenir, Arnaud Benedetti. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je suis avec Arnaud Benedetti, on décrypte l'étude sur les fiertés françaises de destin commun, avec tout ce qu'elle signifie, comment elle suscite à la fois un émoi, une inquiétude, mais en même temps, elle nous rassure, elle est le reflet de la fragmentation quand même de notre société. Vous nous appelez au 0826 300 300, Arnaud Benedetti répondra à vos suggestions ou à vos questions si vous avez des doutes. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Arnaud Benedetti pour, on peut dire, pas décrypter, nous dissertons, parce que la hauteur de vue d'Arnaud Benedetti qui prend du recul et qui est aujourd'hui à même de faire un point, justement, c'est quoi la fierté française, c'est quoi la gloire de la France, tout simplement. On peut utiliser les grandes phrases et nous attendons vos appels au 0826 300 300, parce que je suis persuadé que sur Sud Radio vous avez une idée sur la question. Arnaud Benedetti, on finissait la séquence précédente sur le concept d'exception culturelle. Alors il y a des gens qui vous disaient, je me souviens, Jean-François Kahn me disait, déjà d'établir le concept d'exception, c'est noter une fragilité. Pour autant, l'exception culturelle française, c'est une réalité. Est-ce qu'elle a seulement besoin d'être défendue parce qu'elle est descendue? Est-ce qu'elle n'est pas liée quand même, Arnaud, à la qualité de l'enseignement scolaire, de l'école de la République? Est-ce que le socle culturel, c'est quand même pas l'enseignement et l'apprentissage et la transmission des savoirs? Il est clair que, si vous voulez, dans l'histoire de France, ce qui a fini d'unifier le pays, c'est à la fois la conscription, il ne faut jamais l'oublier, quand même, le service militaire. Le service militaire, qui était quand même égalitaire, en tout cas à ses débuts. Il est devenu un peu moins par la suite. Tout le monde y passait, en tout cas. Tout le monde y passait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, la guerre de 14-18 est une guerre qui frappe toutes les classes sociales. C'est une révolution. De ce point de vue-là, c'est une frappe. Tout le monde, je veux dire, le sacrifice traverse l'ensemble des strates de la société, du paysan jusqu'aux aristocrates. Le film La Grande Évasion de Renoir. Tout à fait. Il y a l'aristocrate et le gouailleur de banlieue. En effet, avec Pierre Freinet. Très beau film. Ensuite, ce qui parachève véritablement et qui même, j'allais dire, finit par la solidifier et la consolider, c'est l'école. On en parlait notamment à travers la langue, mais aussi à travers un niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'en fait, l'école de la Troisième République est considérée non seulement comme, si vous voulez, un dispositif d'unification du pays, à travers la langue, à travers la transmission des savoirs fondamentaux, mais c'est une école aussi qui sert de levier à l'idéal républicain d'égalité, puisque l'école va devenir l'instrument de mobilité
social. Vous avez parlé de Georges Pompidou. Georges Pompidou étant en liminaire de cette émission. Georges Pompidou étant véritablement un emblème politique de ce processus de méritocratie. Lui-même fils d'instituteur, lui-même petit-fils de paysan, qui va devenir ensuite président de la République. À Montboudif dans le Cantal. Montboudif dans le Cantal, et il est, je crois, si mes souvenirs sont bons, également conseiller municipal de Cajar, dans le Lot, où ils avaient une maison à Cajar. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose avec l'école qui est à la fois profondément socialisant, politiquement, civiquement, sur le plan de la citoyenneté, sur le plan de l'unification, et qui est aussi un instrument au service des idéaux qui sont les idéaux de la République. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que ce niveau d'exigence de l'école, tel qu'il a été pensé par les pères fondateurs de la Troisième République, est le même aujourd'hui qu'hier? Les classements PISA, malheureusement, nous montrent le contraire. Et il y a un autre élément très important, c'est le récit national. Le récit national qui est inventé non pas tant par, il faut le dire, la Troisième République que par Napoléon. Le premier, véritablement, à essayer d'avoir une vision qui embrasse panoriquement l'histoire de France, c'est Napoléon. Il dit quelque chose d'assez juste, il dit « Je suis solidaire de tout, du baptême de Clovis jusqu'aux soldats de l'an 2 ». Ça veut dire que lui, qui est un des produits de la Révolution, il assume tout. Toute l'histoire de France. Et le récit républicain est un récit qui ne fait pas le procès de la monarchie. Lisez Lavis, lisez les manuels historiques que l'on va fournir aux petits écoliers de la Troisième République. On explique qu'il y a un processus historique... C'est une pré-laïcité politique, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on tolère l'autre lecture de l'histoire. La question même de la laïcité commence avant la République. Elle commence dès les rois de France, d'une certaine manière, avec les conflits avec la papauté, avec le gallicanisme, avec la nomination des évêques. La pragmatique sanction de Bourges, du roi Charles VII, qui dit c'est le roi de France qui nomme les évêques. Voilà, si vous voulez, tout cela, je veux dire, fait que la façon dont on conçoit l'histoire n'est pas une histoire saucissonnée. Il n'y a pas forcément la bonne et la mauvaise histoire. On prend tout et on en fait finalement un socle sur lequel les gens vont finalement adhérer à ce récit parce que c'est leur récit et que c'est leur histoire. Un bloc, comme aurait dit Georges Clemenceau quand il parlait de la Révolution. Ouais. Nous sommes en ligne avec Marie qui nous appelle de Pau, capitale du Béarn, où les conseillers départementaux siègent au Parlement de Navarre. Encore un morceau d'histoire. Marie, vous êtes béarnaise ou vous êtes française ? Alors moi je suis française, mais mon père et ma mère étaient nés en Espagne et mon père est rentré pendant la guerre de Franco. Ah ben voilà, très bel exemple. Et il a eu pas mal de personnes de sa famille fusillées par Franco parce que lui il était républicain et un démocrate. Voilà, il a été dénoncé par des franquistes. Donc il est venu en France, terre d'asile, et aujourd'hui vous êtes fière d'être la fille. Mon père était très fier. Nous on a été élevés. Moi je suis née en France, je suis née en 50. Mais on a toujours vécu en France, on a toujours adopté, et mon père était très fier d'être en France. Il nous a appris le respect, il nous a appris à nous réjouir de tout ce qu'on avait. Et comme je dis des fois en rigolant à certaines amies, vu ce qui se passe aujourd'hui, on se baladait pas avec des robes à volants et des castagnettes, quoi. Alors, Marie, vous avez l'air de dire que cette fierté française aujourd'hui, elle semblerait moins partagée que vous-même vous l'avez vécue quand vous étiez enfant. Non, vous croyez peut-être ? Je vous pose la question et Arnaud va nous donner son idée. Disons qu'elle est moins partagée par certaines communautés qui n'ont pas su apprécier. Alors pour des raisons diverses, mais je trouve ça dommage. Parce que moi j'ai vécu, je suis née en France, j'ai fait mes études, j'ai des enfants maintenant qui ont des situations. Je peux vous demander le métier que vous avez exercé, Marie ? Quel métier vous avez exercé ? Moi j'en ai exercé plusieurs, j'ai été commerçante 10 ans et ensuite j'ai divorcé et je suis rentrée dans l'immobilier. Ah ben très bien. Bon, donc vous connaissez le terrain de la société française. Ça, c'est, complètement. J'ai un fils qui est chez Airbus, j'ai un autre fils qui travaille dans le médical. Voilà, mais nous, on a été élevés en France, et puis voilà. Et puis, alors même si, bien sûr, au niveau de la cuisine, de certaines choses, on avait encore des trucs espagnols à la maison, mais on était en France et on était français. Vous savez faire la tortilla et la garbure, si je comprends bien. Ah oui, et la paella. Et la paella aussi. Arnaud Benedetti, vous le disiez tout à l'heure, le socle de l'identité française, la société française, ce sont aussi ses enracinements, ses savoirs, ses connaissances. Là, on a l'exemple d'une fille de républicain espagnol réfugiée en France. Elle est très fière d'être française. Émile Zola l'était aussi, Eugène Ionesco aussi.
Et pourtant, ils étaient d'origine étrangère. Vous parlez d'immigration européenne. Oui. Il y a aussi un sentiment... Pour vous demander, est-ce que c'est un peu plus compliqué quand on vient pas de l'immigration vraisemblablement, je veux dire, parce que on voit bien que... Ce quoi fait du Jean-Marie. Alors, nous, on a un héritage en plus. Alors, ce qui rend encore plus compliqué la situation de la France, c'est que, contrairement à d'autres pays européens, on a un héritage colonial qui quand même s'est fait aussi au nom, faut-il le rappeler, de la République. Mais la fameuse mission dite civilisatrice, je dis bien dite civilisatrice de la France. C'était de bonne foi ou non ? On allait entre guillemets évangéliser avec les valeurs humanistes de la République. C'était de bonne foi. Alors il y avait des intérêts économiques, il y avait des intérêts géostratégiques, une concurrence très forte, faut-il le rappeler, avec l'Angleterre, notamment en Afrique. Mais il y avait quand même derrière, si vous voulez, cette entreprise-là, l'idée que il suffit de voir même les textes de Blum, qui sont des textes assez explicites, sans parler des textes de Jules Ferry, l'idée que la France, du fait de son universalisme, a une mission spécifique à l'adresse du monde. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Malraux, la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle parle à l'ensemble de la planète, à l'ensemble du monde entier. Voilà. Donc, cette idée était très ancrée dans le discours républicain. D'ailleurs, il faut le dire, la colonisation qui aujourd'hui est dénoncée par la gauche est plutôt une idée de gauche, et les gens de droite, à l'époque, dénoncent la colonisation, considérant qu'il y a mieux à faire que d'aller partir à l'extérieur de nos frontières. Ces peuples qui se sont libérés du colonialisme français ne l'ont-ils pas fait au nom des valeurs qui lui ont été inculquées ou apportées par la République française ? Mais totalement. D'ailleurs, les grands leaders nationalistes de l'Afrique sont très souvent passés par les écoles de la République. Ho Chi Minh, Bourguiba, Ho Chi Minh, Senghor, qui lui-même était normalien et compagnon d'ailleurs de Georges Pompidou. Formidablement. Il faut le rappeler. Je veux dire, tous ces gens-là ont été formés par le système éducatif français. Après, si vous voulez, la question de le vrai sujet finalement qui apparaît à partir des années 70, encore une fois, c'est que on est rentré dans un processus qui est celui de la mondialisation. Et face à ce processus, il est clair que la France a un modèle très à part par rapport à d'autres nations européennes, qui est moins adaptable, vraisemblablement, en la matière, parce qu'encore une fois, lié à cette fonction suprême de l'État, qui fait qu'on a plus de difficultés. Et puis alors, il y a en effet cette deuxième vague d'immigration qui apparaît au moment de la décolonisation, où là, on a des populations qui sont des populations extra-européennes, et pour certaines d'entre elles qui n'ont pas la même religion. Donc pas d'origine judéo-chrétienne. Qui n'ont pas d'origine judéo-chrétienne. Donc se pose un autre problème, qui est la question de l'assimilation. Alors là, l'école, on en parlait tout à l'heure, la machine à intégrer, la machine à fabriquer du citoyen français dans les valeurs universelles, c'est l'école de la République. Elle est très en panne, Arnaud Benedetti. Elle est même malade. Est-ce que c'est pas là la fin principale ? Alors elle est très en panne pour des raisons multiples et variées. Les syndicats d'enseignants vous diront que c'est une question de moyens. Si l'on regarde de plus près, c'est que d'abord l'école n'a pas été en mesure vraisemblablement d'amortir le choc de l'immigration. Pourquoi ? Alors peut-être parce que aussi quelque part, alors il y a la question du nombre qui quand même pose problème. Oui. On peut pas la nier, c'est une réalité. Ensuite, notamment avec le regroupement familial à partir des années 70. Et puis il y a quand même un sujet qui me paraît important, c'est que on a progressivement abandonné, notamment au début des années 80, le logiciel assimilationniste qui était le nôtre pour se diriger vers un logiciel que l'on voulait, un logiciel d'intégration qui passait par le droit à la différence. Donc presque le communautarisme. Le droit à la différence n'est pas fondamentalement une notion qui est inscrite dans l'ADN républicain de la Troisième République, puisque finalement la Troisième République, c'est une république qui est très romaine d'une certaine manière. Chez les Romains, fait comme les Romains. Et la République, que la France était faite par Auguste, beaucoup plus que par Vercingétorix. Bien sûr. Et la République est une machine qui va plutôt, si vous voulez, activer
activer le ressort de la ressemblance que de la dissemblance. C'est pour ça qu'on réprime les langues régionales. C'est pour ça que l'on moque les cultures régionales au point finalement de les folkloriser, n'étant plus qu'une survivance archaïque d'un ancien monde qui ne va pas dans le sens du progrès universel, féodal et clérical, à la Auguste Comte. Donc le problème, c'est qu'on subit un choc migratoire extrêmement important, et en même temps, au même moment, on est en train de transformer notre logiciel, qui est le logiciel de l'assimilation, puisqu'on va privilégier le droit à la différence sur le devoir de ressemblance qui fait cohésion. On y revient dans quelques instants. Nous sommes avec Arnaud Benedetti et on disserte sur cette étude des fiertés françaises de l'organisme Destin commun, et on déploie des idées et on explique beaucoup de choses qui sont en lien avec la situation politique et économique de la France. Vous restez avec nous, vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300 et Arnaud Benedetti répondra à vos observations avec beaucoup de pertinence. À tout de suite. Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Arnaud Benedetti, avec lesquels nous essayons de comprendre ce que signifie encore le terme fierté française. Pourquoi il y a des Français qui sont fiers d'être Français, hein. Je redonne les chiffres par sensibilité. 90% de ceux qui sont de sensibilité droite, centre-droite, et à gauche, à l'extrême gauche, on monte quand même à 66% d'électeurs de la gauche qui sont fiers d'être Français. C'est quand même une très bonne statistique. Arnaud Benedetti, on a fait un tour complet des sources de l'origine de la fierté française, l'histoire, les récits, les traditions, les savoirs, les territoires, notre géographie, hein. Voilà, on rappelle que la Gaule était une entité assez floue, l'Empire romain arrive et la civilisation gallo-romaine, ensuite avec les invasions barbares, fait qu'on a ce socle national aujourd'hui auquel on est profond attaché. Est-ce que, Arnaud Benedetti, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, vous êtes politologue, je vais tester non pas vos compétences, mais est-ce que vous allez me dire, est-ce que vous allez aller au fond de mon propos? Est-ce que c'est pas grâce au fait qu'on a abandonné, à un moment donné, vous vous souvenez, parler de... Alors les fiertés françaises, il y a 30 ans, c'était quasiment un terme néo-pétiniste. La République, la patrie, c'était indicible, c'était resté à la droite. Est-ce que le fait que la gauche ou les forces du progrès aient abandonné au lepénisme, au Front National, au Rassemblement National, cette thématique République, patrie, laïcité, fait qu'aujourd'hui on est obligé de se la réapproprier, il ne faut pas leur laisser, et que c'est peut-être ça qui aujourd'hui fait prendre conscience à une partie de la société française que la fierté française, elle est aussi dans ces valeurs qu'on a abandonnées, qu'il faut absolument pas récupérer, il faut la généraliser, il faut devenir ça une conscience nationale. Est-ce qu'il y a une conscience nationale en France aujourd'hui grâce à cette petite abandon à l'extrême droite? Il semblerait qu'il y ait une conscience nationale à partir du moment où vous avez une fierté, vous avez un sentiment d'appartenance, donc vous pouvez penser qu'il y a une conscience nationale. Après, la conscience nationale, elle s'exprime jusqu'où? Oui, mais est-ce que c'est pas conscience nationale? C'est vrai, mais la question qu'il faudrait poser, ça serait la question de savoir si vous êtes prêt à vous sacrifier pour votre pays. Alors le général Mandon suggérait qu'on doit peut-être un jour envoyer nos enfants. Oui, alors ça c'est un vrai. Alors après il faut savoir pour quelle cause aussi. Oui. Enfin, il nous donnait une leçon de patriotisme. En 14 et en 39, faut les envoyer les gamins. Si ça recommence, mais est-ce que la situation est la même? Je veux dire, on n'est plus du tout dans la même époque, on n'est plus du tout dans la même société. Nos enfants n'ont pas été socialisés de la même manière que les enfants qui arrivent dans la conscription en 1912 ou en 1913. Le sentiment patriotique ne s'exprime plus tout à fait de la même manière. Donc on est véritablement dans un monde qui est très différent. Ensuite, moi ce que je crois, c'est qu'en effet, si vous voulez, toute une partie de la gauche républicaine a abandonné plusieurs de ses principes. D'abord, ils ont abandonné les classes populaires. Il faut quand même s'en souvenir. C'est très clair, il le paye cher. Les classes populaires votaient à gauche. François Mitterrand d'ailleurs le dit dans un de ses discours. Il dit la gauche n'a jamais pu gagner que lorsqu'elle avait le soutien des classes populaires. Et de ce point de vue-là, il avait, sur le plan de l'analyse, parfaitement raison. Français à 25%. On oublie les ouvriers, on oublie les paysans, on oublie les petits artisans, on oublie les employés, etc., etc. C'est notamment le tournant à la fin des années 2000 avec la fameuse note
patriote de Terra Nova qui dit il faut abandonner, in fine, ils le disent pas exactement dans ces termes, mais ça revient à peu près. Socialiste qui dit il faut abandonner le peuple. La social-démocratie doit plutôt aujourd'hui aller chercher des communautés. On ne dit pas trop lesquelles, mais enfin, on peut imaginer lesquelles. Oui. Enfin, notamment les nouveaux arrivants. Voilà. Donc là, déjà, vous avez un tournant. Ensuite, en effet, si vous voulez, la notion même de nation est devenue quasi tabou pour une partie du camp républicain, parce que cette notion de nation est d'abord assimilée au nationalisme dont on a parlé tout à l'heure, voire à l'extrême droite. Et finalement, le monde dans lequel on doit s'ouvrir est un monde finalement plutôt européen, d'ailleurs sans racines, puisqu'en fait on imagine une Europe qui n'aurait pas de racines, ce qui est d'ailleurs une erreur monumentale, parce que l'Europe a des racines, comme la France en a. Vieux continent. Et que là, en effet, on crée un espace pour des formations politiques qui vont bien évidemment l'investir fortement et qui vont revendiquer, in fine, la fierté d'être français. Quand Elisabeth Guigou, ministre socialiste de la Justice, dit « La République, c'est un ringard », mais la phrase est fatale. La phrase est fatale, parce que c'est la République qui fait la France moderne, que la République est portée par des forces politiques historiquement constituées à gauche, et elle abdique finalement ce qui devrait être le sens de son combat politique, puisqu'elle est une femme de gauche. Mais si vous voulez, dès le début des années 80, vous avez une conversion de toute une partie de la gauche social-démocrate à un agenda qui est un agenda mondialiste. C'est le fameux tournant de 1982-1983 qui est impulsé par François Mitterrand. Et d'ailleurs, ça va fractionner la gauche. Mais ça va fractionner toutes les forces politiques. Toutes les forces politiques, y compris à droite. Et la trahison du 25 octobre sur la campagne de Jacques Chirac en 95 sur la fracture sociale, là aussi, le revirement. Arnaud Benedetti, on va arriver dans quelques minutes au terme de cette émission. Vous reviendrez. C'est important, si vous me permettez, dans le sondage sur lequel je voudrais insister, on en parlait à la pause, c'est ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est de montrer finalement le rapport très distancié des Français par rapport au pouvoir. C'est l'ironie, c'est le sarcasme, c'est la caricature. L'humour. Oui, parce que finalement, quand on demande qu'est-ce que c'est que l'identité française, il y a peut-être 2 ou 3 éléments qui la définissent. Le premier élément, c'est l'État et la politique, parce qu'on est un peuple très politique. Le deuxième élément, c'est en effet une culture commune qui, d'ailleurs, se nourrit de la diversité de nos territoires, une culture populaire. Et puis troisième élément, c'est en effet ce rapport au pouvoir. C'est-à-dire que la France est un pays qui, historiquement, se moque des puissants. On a appelé ça les Gaulois réfractaires, je crois, un petit peu. Les Gaulois réfractaires, mais c'est Rabelais. Et c'est Rabelais qui se moque. C'est Rabelais, c'est Scarron, c'est cette grande tradition française qui passe donc aussi par Beaumarchais, les chansonniers, les pamphlétaires. Par les pamphlétaires, par Beaumarchais, par Voltaire également. Donc une forme d'ironie et de distance par rapport aux politiques. On est à la fois un peuple très sérieux et puis un peuple qui, à un moment donné, est capable de faire preuve de distance par rapport à l'exercice du pouvoir, ce qui rend d'ailleurs beaucoup plus difficile l'exercice du pouvoir. Donc élément très important de l'ADN identitaire au sens noble français de cette conscience. Être français, c'est aussi un état d'esprit. C'est pour ça que la question des caricatures est essentielle. Elle dit quelque chose. On constate, Arnaud Benedetti, nous qui cherchons depuis quelques mois, quelques années une majorité, il y a une majorité de Français qui se rassemblent autour de cette conscience d'une fierté nationale. Ils le sont à différents degrés, mais ils sont très majoritaires. Ça dépasse la totalité des clivages politiques. Est-ce que vous pensez que pour l'avenir de la France, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'école, de tout ce qui fait qu'on aime être français, est-ce que cette conscience nationale va pouvoir un jour se rassembler autour d'une personnalité, d'un individu, d'une idée, d'une vision de la France? Aujourd'hui, on est totalement à poil, passez-moi l'expression. Est-ce que vous gardez l'espoir, vous l'observateur, qu'il y aura un jour quelqu'une ou quelqu'un ou quelque chose qui fera que cet amour de la France, cette conscience de la fierté française se rassemblera dans un projet politique? Alors là, vous faites référence à une figure qui est une figure politique classique de la vie politique et de l'histoire politique française. On en a eu quelques-unes. C'est la figure de l'homme ou de la femme providentielle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de France est aussi scandée par un certain nombre de grandes personnalités qui vont... De Jeanne d'Arc à De Gaulle. De Jeanne d'Arc à De Gaulle, si ça vous va comme ça. On peut peut-être remonter un peu avant, avec un certain nombre de nos rois, qui sont finalement des personnalités qui permettent de rassembler et de dépasser les clivages. Mais le problème de la France, c'est que si vous voulez, je dis c'est un peuple politique, parce qu'en effet, il y a l'État,
Mais n'oubliez pas une chose, ce qu'on oublie trop souvent, qui a inventé la droite et la gauche ? Qui a inventé la droite et la gauche ? C'est la France ? C'est la Révolution. Le concept de droite et de gauche. Le concept de droite et de gauche. Qui est d'abord une répartition au Parlement, vous êtes d'accord ? Entre ceux qui, je veux dire, considèrent qu'il y a un droit de veto ou pas du roi. Oui, j'y ai pas pensé, ça. La droite et la gauche est une invention française. Alors, c'est d'ailleurs ce qui rend difficile le rassemblement. Parce le Parlement anglais, c'est en face, hein, c'est travailliste. Enfin, là, voilà, mais ces notions-là sont des notions qui naissent dans une culture politique, et la culture politique française. Dans le demi Camembert. Donc, la question est de savoir si aujourd'hui, il y a des possibilités de rassemblement. Finalement, Emmanuel Macron a essayé de le faire d'une certaine manière, le en même temps. Oui, Giscard sauf aussi. que la difficulté du en même temps, c'était un en même temps qui était au service d'une seule vision, d'une vision exclusive. De Gaulle y est arrivé en partie. Et De Gaulle y est arrivé, mais De Gaulle avait une vision, qui s'efforçait malgré tout de ramasser les morceaux. Bon, docteur Benedetti, diagnostic. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce que les conditions se réunissent pour qu'un jour, cette fierté française devienne un projet national ? Alors, vous savez, je crois qu'il faut éviter toute prospective hâtive. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde encore une fois l'histoire politique de la France, c'est qu'elle est capable de se transcender et de se réformer qu'à partir de moments de rupture. C'est notamment, entre autres, 1958, qui est très intéressant, ou la Libération, qui sont des moments très importants dans notre vie politique contemporaine. Est-ce qu'on est à ce moment de rupture ? Mais pour qu'il y ait le moment de rupture, il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait une offre politique qui soit là pour pouvoir recueillir ce désir de rupture. Est-elle là ? Je n'en sais rien. Arnaud Benedetti, vous viendrez nous reparler du sursaut qui est en train de se préparer, probablement, cette étude l'indique. Et puis, on se réjouira de savoir si c'est fait ou si c'est pas fait. Merci d'avoir été avec nous, Arnaud Benedetti. Voilà, moi je vous dis à demain, je vous laisse dans les bras de Brigitte Lahaye, et puis on se retrouve pour la suite de La France dans tous ses états. Merci, à très vite.